Est-ce que vous m'entendez? Test. Parfait. Merci. Bien, nous allons commencer dans 1 ou 2 minutes, le temps que les personnes se connectent. Et pour ce petit bilan des mois de juillet et d'août 2023. Bien, eh bien écoutez, il est 18h02, nous allons commencer. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un rapide bilan de ce qui s'est passé pendant les mois d'été, en juillet et en août, d'un point de vue cyber. Alors, ce dont nous allons parler en premier, ça va être la partie des rançongiciels, puis nous aborderons les problématiques liées aux vulnérabilités et notamment aux patch Tuesday, mais pas que. Quelques mots sur les différentes attaques qui ont eu lieu et les groupes d'attaques qui sont derrière. Et puis une partie un peu plus longue sur les différents documents qui ont été publiés, qui sont à connaître, si ce n'est à lire, parce qu'il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes qui ont été publiées, qui permettent de faire un bilan sur ce qui s'est passé, mais aussi de voir un petit peu l'avenir. Et puis, je vous parlerai aussi d'une formation de gestion de crise cyber que nous organisons dans le cadre de l'ESSE sur la gestion de crise, vraiment tout à l'heure. D'abord, pour commencer, sur le front des rançons du ciel, je dirais qu'il n'y a pas eu vraiment de répit pendant cet été. Il y a toujours un certain écart entre le rançon du ciel dont on parle beaucoup et ceux qui sont vraiment actifs et qui sont les plus nuisibles. Donc, je ne reviendrai pas vraiment là-dessus, mais néanmoins, il y en a au moins 2 ou 3 qui méritent d'être mentionnés. Le premier, c'est Akira. Alors, Akira, j'en ai déjà parlé il y a quelques mois. On l'a vu apparaître aux alentours de mars, avril, mai. Et puis, il est monté en puissance. D'abord, monté en puissance sans vraiment être vraiment bien perçu. On n'avait pas beaucoup d'éléments d'appréciation, pas beaucoup d'EOC, pas beaucoup de TTP. Et puis, au fur et à mesure que le temps a passé, et en quelques mois, eh bien là, on est dans une situation qui est beaucoup plus confortable. Plusieurs choses à noter. D'abord, Avast a diffusé 2 décrypteurs, un en version 32 bits et un autre en version 64 bits. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, même si, bien entendu, le gang Akira a essayé de contre-attaquer et de modifier un certain nombre de petites choses, mais globalement, les décrypteurs sont quand même toujours assez efficaces. Et puis un certain nombre d'articles et d'analyses de fond sur le rançongiciel Akira qui ont été publiés notamment par CloudSec, par Arctic-Wolf, par Cisco et notamment par Rapid7 qui est allé un petit peu plus loin pour une bonne raison, c'est que le gang Akira essaye de rentrer dans les entreprises en utilisant des VPN qui ne sont pas suffisamment sécurisés et pour lesquels il n'y a pas d'authentification en multifacteur. Donc, c'est un des vecteurs d'attaque principaux, vecteurs d'intrusion principaux qu'ils vont utiliser. Donc là, méfiance, on a bien entendu tous les éléments, on a les TTP, on a des règles YARA pour la détection et on a des IOC, donc aucune raison de ne pas être capable de détecter que quelque chose d'anormal est en train de se passer. Le deuxième rançongiciel que je mentionnais, c'est Risida. Même chose, on a là pour lui aussi un certain nombre d'éléments, des TTP, des règles de détection IARA et des IOC. Là, on a pas mal d'acteurs différents qui ont analysé Residia
Presida, pardon, aussi bien du côté de Check Point, au niveau du HHS aux États-Unis, Trend Micro, Cisco, SentinelOne. Tout ça nous a permis effectivement de mieux connaître et de mieux comprendre le fonctionnement. Et là encore, vous devriez avoir un certain nombre d'éléments qui doivent vous permettre d'anticiper et de voir comment est-ce que les méthodes de détection ou de protection que vous avez mis en place vont se comporter. Donc là, clairement, on sait de quoi on parle. Et puis un article aussi que je vous suggère la lecture parce que je l'ai trouvé particulièrement intéressant. C'est un article qui a été publié par Microsoft Incident Response. Donc c'est le nouveau nom de ce qu'on appelait Microsoft DART auparavant. Et donc, dans cet article, ils analysent, ils font le retour sur l'investigation qu'ils ont menée dans le cadre d'une compromission avec le rançongiciel le Black Byte. Et donc, ils ont été capables de refaire la timeline, ils ont été capables d'analyser les vecteurs d'intrusion. Et donc, dans cet article, ils nous expliquent comment, en 5 jours, entre le moment de l'intrusion initiale jusqu'au déclenchement et, je dirais, l'explosion du rançongiciel et sa compromission massive, ce qui s'est passé, combien de temps ça a mis. Et là, on se rend compte qu'effectivement, en 5 jours, eh bien, le projet était ficelé, était fini pour les attaquants. Donc, bon, comme on voit, ça peut aller extrêmement rapidement. Il y a eu d'autres études de Microsoft précédemment qui montraient qu'avec des Human Operator Attacks, on pouvait descendre un petit peu en termes de durée. Mais là, on peut considérer que c'est quelque chose, c'était une opération qui était packagée. Et donc, finalement, ils ont déroulé le processus qui était prévu. Donc là, ils sont quand même extrêmement efficaces. Donc, clairement, un certain nombre d'éléments sur lesquels on va pouvoir se positionner et se préparer avant une potentielle attaque. Deuxième point que je voulais mentionner, c'est tout ce qui concerne les patch Tuesday et y compris les patchs trimestriels, puisque Oracle ne publie ses correctifs de sécurité, c'est jumbo patch, parce qu'il y en a plusieurs centaines, compte tenu de la gamme assez large dans le portfolio d'Oracle, parce que ça concerne non seulement les bases de données, les outils qui font partie de leur panoplie qu'ils ont racheté à droite à gauche, mais il y a aussi toute la partie Linux et il y a aussi d'autres éléments qui sont intégrés dans Oracle, comme notamment ce qui provient du rachat de Sun avec Java. Et je sais si avec Java, on a de quoi dire en termes de sécurité. Donc, ce que j'ai entouré en rouge, c'est ceux pour lesquels il faut vraiment regarder si vous avez ce genre de solution chez vous. Donc, bien entendu, Microsoft, du SAP, ça tous les mois, on a toujours des vulnérabilités critiques qui sont détectées systématiquement tous les mois. Donc là, il n'y a pas de surprise, hein. Il faut regarder ce qui a été publié. Apple aussi bien au niveau macOS qu'au niveau iOS, iPadOS, etc. Et puis, sur la partie droite, des choses qui ont été non seulement annoncées, mais en plus qui ont fait l'objet d'exploitation, plus ou moins massives, plutôt moins que plus, pour être franc. En tout cas, on n'a pas vu que c'était des attaques complètement distribuées pour l'instant, mais clairement au niveau des différents outils VMware, au niveau des Fortinet, au niveau de Juniper, là, clairement, il y a des correctifs de sécurité à appliquer. Et le dernier point, ça concerne Adobe avec ColdFusion, dont je reparlerai tout à l'heure. Et puis à côté de ça, eh bien, vous avez comme d'habitude Chrome, Mozilla, vous avez eu un certain nombre de correctifs de sécurité suite à des codes d'exploitation qui ont été découverts et des nouvelles techniques d'attaque qui ont été découvertes concernant Intel et AMD. Certains de ces correctifs sont incomplets et ça a été annoncé clairement. Et notamment, Intel annonce que pour corriger les vulnérabilités qui ont été détectées au mois de juillet, eh bien, le planning de déroulement des correctifs de sécurité, ça ira jusqu'au mois de janvier de l'année prochaine. Voilà. Du classique avec du Schneider électrique et puis du Siemens dans le monde des ECS SCADA. Des choses, on a beaucoup parlé fin août concernant WinRAR. Mais bon,
Il y a quand même beaucoup moins de monde maintenant qui utilise WinRAR, d'autant plus que maintenant un dézipper est intégré dans l'environnement Windows et c'est en standard en environnement Linux et Mac. Mais bon, c'est un logiciel qui a été utilisé maintenant il y a une trentaine, une vingtaine d'années de façon assez massive. Peut-être que certains l'ont toujours. Dernier point que je veux mentionner, j'ai mis un petit H en haut à droite du petit logo de Chrome, là en plein milieu, tout simplement pour dire que maintenant, les correctifs de sécurité de Chrome sont passés à un rythme hebdomadaire. Et donc maintenant, tous les mercredis, Google va diffuser une panoplie de correctifs de sécurité pour Chrome. Auparavant, c'était globalement une fois de temps en temps, avec un focus plus particulier au début du mois, comme pour Android. Bon, bah là, ils ont décidé de passer de façon plus large, parce que à force d'envoyer des avis de sécurité et des correctifs de sécurité en dehors de cette première semaine du mois, eh bien, ils se sont dit autant faire ça de façon plus efficace. Donc, voilà un petit peu ce à quoi on est confronté avec les différents acteurs en matière de correctifs de sécurité. Donc, encore une fois, Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, Juniper, VMware et Fortinet, là, il y a de quoi faire. Ensuite, eh bien, on va passer à la partie classique, comme tous les mois, qui concerne eh bien, les avis de sécurité et les CVE qui ont été mis en évidence par la CISA aux États-Unis. On en a eu 24 entre juillet et août. On avait commencé, pour ceux qui se souviennent, en novembre 2021 avec 287. Là, on en est à 989. Il se trouve que hier, il y en a une nouvelle qui a été rajoutée, donc on peut considérer qu'on est à 990. Donc, on va bientôt arriver aux 1000 vulnérabilités qui sont explicitement exploitées et sur lesquelles il faut absolument traiter et mettre en place les méthodes de détection et de correction. Quand on regarde la liste, eh ben, on va retrouver un certain nombre de choses qui étaient dans les patchs Tuesday, qu'il s'agisse de Microsoft, qu'il s'agisse d'Apple, qu'il s'agisse de Adobe avec Cold Fusion, qu'il s'agisse de Zimbra, d'Ivanti, on va y revenir. Et puis, il y a des petites exceptions, mais qui sont ô combien importantes. Si vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé de Vim, donc c'est le numéro 987. Vous avez déjà parlé de Vim il y a quelques mois. Et bien, de nouveau, la solution Backup et Replication est attaquée et des vulnérabilités sont exploitées dedans. Bien entendu, et dans la mesure où Vim, c'est généralement ce qui est utilisé pour réaliser les sauvegardes, être en mesure de faire des restaurations en cas de compromission de rançon logiciel et de destruction de données, eh bien, ce type de vulnérabilité sur ce type de composant est particulièrement critique. Et puis, il y en a un autre qui est tout seul, le 975, qui est Citrix, sur lequel je vais revenir dans quelques instants, parce que là aussi, ça a fait couler beaucoup d'encre. Mais voilà un petit peu les 24 nouvelles vulnérabilités exploitées qui ont été détectées par le CISA pendant ces mois d'été. Bien entendu, ces vulnérabilités-là sont à traiter en priorité. Donc maintenant, si on revient un peu sur certaines d'entre elles, et là, je voudrais m'arrêter sur 5 ou 6, notamment Adobe ColdFusion. Alors, Adobe ColdFusion, c'est un petit peu particulier parce que systématiquement, lorsque vous voyez un avis de sécurité publié par Adobe sur ColdFusion, on vous dit, bon, il y a des problèmes, mais on ne peut pas donner beaucoup d'éléments d'information. Pour l'instant, il n'y a pas d'attaque. Et puis, à peu près systématiquement, 1 à 2 semaines après, eh bien, on voit apparaître des attaques et on voit apparaître parfois des codes d'exploitation. Donc là, il y a eu plusieurs cas de vulnérabilité de ColdFusion qui ont été exploités et même dans certains cas méchamment exploités. Vous avez notamment un article de Rapid7 dont j'ai mis le lien, qui est extrêmement explicite et extrêmement clair sur le sujet et dont je vous conseille la lecture. Ce mois-ci, comme vous voyez, j'ai pas mis beaucoup d'images, j'ai pas mis beaucoup de texte, j'ai préféré me concentrer sur les liens qui pouvaient vous servir pour trouver la source d'informations primaires ou des éléments pertinents, qu'il s'agisse des dossiers, qu'il s'agisse de détails. Donc voilà. Donc là, outre les avis de sécurité d'Adobe sur ColdFusion, il y a la partie Rapid7 qu'il faut lire. Concernant Barracuda,
Donc là, ce sont des choses qui ont commencé à apparaître fin juillet. Et donc, les appliances ESG, les appliances pour la messagerie, qui avaient déjà fait l'objet d'un certain nombre d'attaques au printemps, eh bien là, les choses ont clairement dégénéré et on est arrivé à un moment où le FBI a clairement donné comme consigne aux agences américaines de décommissionner leurs appliances parce que les vulnérabilités étaient trop importantes. Dans certains cas, on ne disposait pas des correctifs de sécurité, et puis tout simplement parce que dans certains cas, les versions de logiciels et de firmware devenaient obsolètes et les équipements étaient hors maintenance. Donc clairement, gros point d'attention. Il faut bien savoir aussi qu'il y a un certain nombre de codes d'exploitation qui ont été que les groupes d'attaquants ont été capables d'injecter sur ces appliances et donc de rebondir dessus. Donc ça nous rappelle ce qu'on voit parfois, ou ce qu'on a vu il y a maintenant pas mal d'années, sur des routeurs Cisco où des groupes d'attaquants rebondissaient sur des routeurs qui avaient été compromis pour pénétrer à l'intérieur des réseaux des entreprises. Donc là, sur ce sujet-là, outre les articles du DHS, de la CISA, et celui du FBI, il y a notamment l'article de Mandiant qui explique un certain nombre de détails, qui fournit un certain nombre de détails sur les exploitations. Concernant Citrix Netscaler, ADC et la partie Gateway, bah, là aussi, on a eu un été relativement chaud sur le sujet avec un certain nombre de compromissions. Là, il suffit d'aller regarder un petit peu toute la littérature qui est, là encore une fois, extrêmement précise et qui permet vraiment de savoir exactement ce qu'on doit faire, dans quelles conditions est-ce qu'on est vulnérable ou pas. Et clairement, il y a de nouveau des avis du CESA et des exploitations qui sont clairement spécifiés avec IOC, TTP, etc. Et puis, je voudrais mentionner aussi un poste qui a été fait par ONIF, donc une société française que vous devez connaître, basée à côté de Nantes et qui, je dirais, fait des scans sur le réseau. C'est un petit peu un, un, un Sensis français. Ou un Shodan français, qui a aussi mis en évidence un certain nombre de machines qui étaient compromises ou qui faisaient l'objet de mises à jour qui faisaient défaut. Dernière chose sur ce slide, c'est vous parler de Citrix ShareFile. Donc pourquoi est-ce que j'en parle? Alors c'est pas tellement que la vulnérabilité était absolument critique et largement exploitée, même si enfin, elle était critique, mais il n'y a pas eu encore beaucoup d'exploitation. Mais c'est surtout parce que ce type de solution, ça doit vous faire penser à toutes les exploitations précédentes qu'on a pu voir, avec les solutions de partage de fichiers comme MoveIT, comme Axelion et autres qu'on a pu voir par le passé. Donc là, c'est plutôt un heads up, pensez à ça si vous avez du Citrix ShareFile chez vous ou d'autres solutions de partage de logiciels ou de partage de données. Autre gros morceau de bravoure cet été, Ivanti, Mobile Iron avec le Endpoint Manager Mobile et puis Sentry. Vous avez peut-être vu dans la presse que plusieurs ministères en Norvège ont été compromis par des groupes d'attaquants. Il se trouve que les attaquants sont passés justement par des failles de zero day ils ont trouvé sur cette solution de management des téléphones portables et des tablettes qui a été utilisée dans les différents ministères et différentes agences en Norvège. Et donc, eh bien, on a eu coup sur coup 5 ou 6 différentes vulnérabilités qui ont été détectées. Donc, vous avez ici tous les liens qui vous permettent de retrouver l'information. L'un de mes favoris, enfin les deux favoris, c'est Mnemonic, donc une société norvégienne que vous connaissez peut-être, qui est extrêmement pointue sur ce genre de sujet et qui a eu l'occasion de travailler avec le gouvernement norvégiens pour faire du traitement d'incidents et ça leur a permis d'avoir des éléments complémentaires qu'ils ont pu partager. Et puis l'autre lien pertinent, c'est celui de Rapid7, encore une fois, parce que ils sont aussi allés creuser au niveau des API pour déterminer un petit peu ce qui se passait. Et donc, encore une fois, vous avez un certain nombre d'IOC, de TTP pour bien comprendre ce contre quoi il faut vous protéger. Et puis, pour finir, les deux derniers liens sur cette partie Ivanti, eh bien, c'est
Horizon 3, tout simplement parce qu'encore une fois, ils ont publié des codes d'exploitation. Donc là, il n'y a pas à se, faut pas se poser de questions bêtement, hein, il faut agir clairement parce que non seulement les vulnérabilités existent, elles sont exploitées et en plus, je dirais presque n'importe qui est capable de réinjecter ce code d'exploitation pour attaquer des environnements identiques. Le point d'après, j'ai fait une petite erreur dans le titre. C'est pas de l'Eventy encore une fois, c'est tout simplement du Zimbra Collaborative Suite, hein, donc la suite collaborative de Zimbra. On est habitué depuis quelques mois à avoir des avis de sécurité. Là, même chose, on a eu des vraies vagues d'exploitation massives avec des envois de spam dans certains cas en rebondissant sur des serveurs Zimbra qui avaient été compromis, voire pour aller attaquer des administrations. Et c'est notamment l'article de Eclectic IQ qui donne différents exemples de sites gouvernementaux, de portails gouvernementaux qui ont été compromis. Dernier point que je veux mentionner, qui est aussi, je dirais pas malheureusement une de mes marottes, mais que je mentionne souvent, c'est tout ce qui est MS SQL. Qu'il s'agisse dans ce cas-ci de Unit 42 Palo Alto qui nous écrit un blog sur comment est-ce que le rançongiciel le Malox exploite des serveurs MS SQL mal protégés, que ça soit Anlab avec le CCIRT ASEC en Corée qui, comme souvent, nous publie un article ou des articles qui expliquent comment est-ce que des serveurs MS SQL sont compromis ou servent de vecteurs d'intrusion, notamment par des acteurs de la menace a priori affiliés à la Corée du Nord. Je dirais que ce sont des grands classiques. Donc, si, même chose, hein, si encore une fois vous avez des serveurs MS SQL qui sont en frontal sur Internet, je ne peux dire que méfiance. Et puis, simplement pour vous rappeler qu'il y a 20 ans et demi, c'était fin janvier 2003, il y avait eu le ver SQL Slammer qui déjà exploitait les serveurs MS SQL et qui avait fait à l'époque des ravages. J'avais eu l'occasion de travailler et de traiter des incidents à cette époque-là et je m'en souviens encore parce que ça avait été assez violent. Ça avait commencé un vendredi soir et le samedi, ça avait été un peu catastrophique. Donc voilà pour la petite histoire sur MS SQL, mais clairement un point d'attention. Et puis pour compléter, quelques slides pour vous présenter un certain nombre de documents dont je vous recommande clairement la lecture. Le premier, c'est un draft du Security Framework du NIST, qui est basé sur les appels à commentaires qui ont été déjà faits, et donc ils ont étendu leur modèle. Encore une fois, c'est un draft. Et en haut à droite, bien, vous voyez un petit cercle. Vous voyez, comme d'habitude, Identify, Protect, Detect, Respond et Recover. Et il y a un nouveau jaune pâle qui s'appelle Govern. Et ça, c'est un nouveau pilier qui a été rajouté par le NIST. Donc, ces aspects de gouvernance qui font enfin apparaître, et c'est une très bonne chose. Bien entendu, à titre personnel, moi, le pilier Recover est aussi particulièrement important, mais les aspects de gouvernance, ils sont quand même clés pour tout, et c'est très bien qu'ils soient non pas comme étant un pilier extérieur, mais qu'ils soient vraiment un pilier, je dirais que ça représenté de façon interne et que ça couvre tous les 5 autres piliers. Donc voilà pour cette partie gouverne. Et donc, encore une fois, je vous suggère d'aller regarder un petit peu ce qui a été mis à jour dans ce document. Deuxième article intéressant, c'est un article qui a été publié par le projet Zéro de Google. Ils ont publié leur 4e revue annuelle des Zero Day qui sont exploités in the wild, hein, directement sur Internet. Le but de ce rapport, c'est pas du tout de détailler chacun des exploits individuels qui sont exploités, mais c'est plutôt analyser globalement les exploits pour essayer de tirer des tendances, des éventuels écarts qu'il peut y avoir d'une année sur l'autre, faire un peu un bilan de ce qu'ils ont pu retenir en analysant ces codes malveillants et ces zero day, et aussi quelles ont été les réussites dans le combat contre ces zero day. Globalement, il y a un certain nombre de remarques qui remontent.
Il y a eu quelque chose comme une quarantaine de zero day qui ont été détectés et qui ont été diffusés en 2022. C'est moins qu'en 2021, parce qu'en 2021, il y en avait eu 70 ou à peu près. Donc là, on est en gros, on passe de 70 à 40. Mais dans certains cas, c'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment l'efficacité. Et de toute façon, c'est quand même la deuxième plus forte année en termes de divulgation, diffusion de zero day depuis que le rapport existe, et ça doit être enfin, plutôt depuis que le projet zéro commence à comptabiliser tout ça. Ce qu'on peut aussi considérer et ce qu'ils mettent en évidence, c'est que quand il s'agit de parler d'Android, ils considèrent que, étant donné qu'il faut toujours un certain temps pour corriger les vulnérabilités sur Android, en fait, ils ne parlent plus de zero day, ils parlent de N day, en disant N, compris entre peu de jours et plusieurs semaines. Et donc ça, c'est aussi une autre approche qu'il faut avoir, c'est se dire finalement, autant sur les ordinateurs classiques, les serveurs, on est capable d'avoir plutôt rapidement des correctifs de sécurité, autant sur un déploiement sur des mobiles, et on sait que c'est particulièrement important le déploiement des mobiles dans les entreprises, et bien là, ça prendra toujours beaucoup plus de temps. Et puis, il y avait aussi d'autres éléments qui étaient aussi intéressants, c'est qu'il y avait à peu près un peu moins d'une vingtaine, c'est un peu moins de 50%, mais il y a un peu moins d'une vingtaine de ces zero day qui sont apparus en 2022, qui étaient en fait des variantes de vulnérabilité qui avaient déjà été détectées précédemment. Et dans ces, je sais pas, on va dire 40%, il y en avait encore la moitié qui correspondait à des zero day des 2 années précédentes. Donc, en gros, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce de continuité dans les attaquants lorsqu'ils conçoivent des codes d'exploitation zero day pour capitaliser et finalement, les correctifs de sécurité ne sont pas toujours efficaces dès le début. Donc, voilà, il ne faut pas se considérer forcément immune de tout reproche et tranquille si jamais on a patché. Non, il faut quand même garder une certaine vigilance pendant encore quelques temps. Troisième élément, pour ceux d'entre vous qui parlaient néerlandais, le coordinateur sur le contre-terrorisme et la sécurité et le NCCNL, donc le NCCNL, c'est l'équivalent de l'ANSSI aux Pays-Bas, ils ont publié un document qu'ils ont appelé un Cyber Security Assessment, où finalement, et comme le titre le dit, je ne vais pas vous le dire en néerlandais, hein, je vais vous le dire en anglais, c'est Expect the Unexpected. En gros, leur principale conclusion, c'est attendez-vous au pire, attendez-vous à quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et finalement, leur recommandation, c'est de dire, OK, la détection, oui, la protection, oui, mais globalement, il faut penser un coup d'avance, il faut penser résilience, il faut penser cyber-résilience. En gros, le message, et j'exagère à peine, c'est de dire que tôt ou tard, malgré les mécanismes de protection que vous avez pu mettre en place, eh bien, il y a de fortes chances que un acteur de la menace arrive à passer. Et dans ce cas-là, la conséquence, c'est soit on est prêt au pire et on est prêt à redémarrer, on est prêt à reconstruire, soit on n'est pas prêt et dans ce cas-là, ça va être très compliqué. Donc, globalement, préparez-vous au pire et ayez un coup d'avance. Donc, pensez cyber-résilience. Voilà. Un message, personnellement, qui me convient, bien entendu, très bien. Et puis un autre article, un autre document qui a été publié par IBM, qui est aussi assez intéressant, euh, qui dit que d'après le rapport qu'ils ont, enfin les analyses et les sondages qu'ils ont fait, la moitié des sociétés qui ont été compromises en fait, ne sont pas toujours prêtes à augmenter leur budget sécurité. Donc, contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser et de croire habituellement, c'est pas parce que, enfin, je dirais que être compromis une fois ou être attaqué une fois, ça ne sert pas forcément de leçon à tout le monde, et c'est clairement un souci.
En bas à droite, pardon, oui, j'ai oublié de le dire. En bas à droite, c'est un des schémas qui est mentionné dans le document du NIST et qui permet de faire le lien entre la cybersécurité, la protection de la vie privée et la confidentialité, et donc quels sont les pendants. Voilà. Autre document intéressant, c'est un document qui concerne toute la partie comment dire, toute la partie sur les rançongiciels et la partie cyberassurance. Donc, c'est un document qui a été publié par le RUSI, qui est un centre de recherche euh, au Royaume-Uni, et qui, je dirais, a analysé quels étaient les trois facteurs principaux qui permettaient d'assurer un succès au rançongiciel et au groupe d'attaquants. Le premier, c'est avoir je dirais un business model qui soit efficace et qui permette toujours de continuer à extorquer des fonds aux victimes. Et donc, finalement, c'est quelque chose qui est rentable. Deuxièmement, c'est les challenges de la sécurisation lorsque les entreprises sont assez importantes, ont, je dirais, des, euh, des environnements assez multiples à droite à gauche. Et puis, dernier point, c'est le faible coût et le faible niveau de risque pour les groupes d'attaquants parce que ils se font attraper assez rarement. Il suffit qu'ils prennent un peu de protection et finalement, c'est beaucoup moins risqué que d'aller braquer une banque, par exemple. Et ils se servent de ça pour essayer de voir quel pourrait être l'impact au niveau de la cyberassurance. Et donc, ça les amène à proposer 9 ou 10 principes et recommandations pour l'écosystème de la cyberassurance et pour le gouvernement britannique, avec un focus sur justement bien définir ce qui est nécessaire de faire, imposer un certain nombre de choses, mettre en place des mesures permettant d'évaluer le niveau de sécurité réel et pas simplement s'appuyer sur des piles de produits qui ont été appliqués les uns au-dessus des autres. Après, je vous ai remis 4 articles, enfin plutôt 4 documents que j'avais déjà mentionnés le mois dernier, mais je me doutais qu'au mois de juillet, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, je pensais que ça serait peut-être pas mal de les rementionner. Donc, ce sont des documents qui ont été publiés soit au mois de juin, fin juin, soit au mois de juillet. Donc, bien entendu, le rapport Verizon DBIR, donc le Data Breach Investigation Report, donc c'est toujours un document de référence, hein, quoi qu'on en dise, tous les ans, eh bien, c'est un document qui mérite clairement d'être analysé. Le document de Relia Quest concernant les problématiques et l'état de la menace. La partie Panoraise avec les risques liés à des tiers et notamment euh, concernant la partie third party et la chaîne d'approvisionnement. Un document de Kaspersky concernant le malware as a service, qui est particulièrement intéressant. Et puis 2 derniers documents. Un qui, lui, est paru le mois dernier, à la fin du mois d'août, qui concerne tous les standards de sécurité en matière d'identité, qui a été publié par ENISA. Donc, ils font un espèce de panorama de tout ça et c'est assez intéressant. Si vous êtes sur ce genre de secteur et intéressé par ça, et bien, c'est un document de référence. C'est une bonne bibliothèque. Et puis le dernier, que j'avais déjà mentionné, mais un document de Carniel Ops qui fait finalement une évaluation de l'efficacité des solutions de type pour les SOC et pour les CSIRT, des solutions de type SIEM et de SOR, et donc qui met en évidence que finalement, bien, il y a beaucoup de choses qui sont installées, mais c'est pas toujours bien configuré, les gens ne sont pas toujours bien formés, et finalement l'efficacité est pas très élevée. Et ça recoupe exactement les conclusions du rapport que nous, au niveau d'Erion, on avait publié au mois de mars de cette année, en se basant sur la solution, les campagnes que l'on a fait avec la solution Black Noise, qui est un Breach Attack Simulator, donc un système des mesures d'évaluation de l'efficacité
de la pertinence des attaques et des techniques d'attaque. Et donc, où, là aussi, on met en évidence que parmi tous nos clients, finalement, il y en a peu qui avaient des solutions de détection et des organisations qui étaient suffisamment au point pour détecter des attaques. Voilà. Pour finir, je voulais vous parler d'une formation que nous lançons avec la société Solas dans le cadre de l'École supérieure de la sûreté des entreprises. Donc, c'est la première formation en matière de gestion de crise cyber, donc dans le cadre de l'ESSE, hein, l'École supérieure de la sécurité des entreprises, la sûreté des entreprises, pardon. Donc, on essaye de vous proposer un spectre relativement large pour traiter à la fois des notions de pilotage de cellules de crise, faire la différence entre des gestions de crise classiques et des gestions de crise cyber, donc les avantages, les inconvénients et puis surtout les spécificités, c'est quand même ça qui est important. Comment appréhender les différents éléments, notamment des éléments techniques, la phase de négociation et surtout de communication. Alors, de dire que les deux vont un petit peu ensemble, mais pas, pas à 100%. Donc, il y a dans certains cas effectivement une phase de négociation et là, on ne s'apprendit pas, on ne s'improvise pas négociateur. Là, c'est vraiment un métier. Et donc, l'idée, c'est de vous donner un certain nombre de ficelles pour que vous puissiez ne pas faire d'erreur de base. Et puis, comment finalement préparer et réaliser un exercice de crise cyber dans son entreprise ou dans son environnement ou dans sa communauté sectorielle. Voilà. Donc, ce sont des sessions de 12 jours. La première session commence début octobre. Donc, c'est en gros 3 ou 4 jours, 2 ou 3 jours par semaine, entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Et la session d'après aura lieu au mois de mars. Donc voilà pour ce certificat qui est bien entendu reconnu et qui sera délivré par le SSE. Et donc avec Lilian de Solas et moi-même, nous serons les deux intervenants principaux pour réaliser cette formation. Voilà, donc vous avez le lien aussi bien en bas à droite que à gauche pour accéder à cela. Voilà, c'est fini pour ce que je voulais vous dire. Les prochaines dates, c'est comme d'habitude le premier jeudi du mois. Donc, je vais regarder maintenant si vous avez des questions. Si vous avez des questions à me poser en direct, eh bien, je suis prêt à y répondre. Alors, donc, je ne vois pas de questions particulières. Donc, écoutez, j'ouvre le micro. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Ou pas? Bon, écoutez, a priori, il n'y a pas de questions particulières. Écoutez, j'espère que ça aura été suffisamment clair. Si je vois une personne qui est en train de taper un message, pas de questions. Ok, écoutez, merci à vous et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis vous avez eu, je pense, un bon panorama. Vous aurez les slides qui vont être publiés une fois que j'aurai corrigé une ou deux petites typos. Et puis vous pourrez retrouver tous les liens de ce que j'ai présenté. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.